Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui du sujet suivant, faut-il croire en la justice climatique? Dans un rapport spécial rendu le 8 octobre 2018, les scientifiques du GIEC ont exposé les conséquences d'un réchauffement des températures au-delà d'1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Ce rapport pose les conclusions suivantes. Depuis l'ère pré-industrielle, la température planétaire a augmenté d'environ 1 degré. Ce réchauffement affecte déjà les populations et les écosystèmes. Aujourd'hui, il faudrait déployer un effort considérable pour que ce réchauffement soit contenu à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. En toute hypothèse, les conséquences seront très importantes et varient substantiellement selon qu'on parle d'un réchauffement à 1,5 ou à 2 degrés. Elle consiste en la multiplication de vagues de chaleur plus chaudes, en l'élévation de pluies torrentielles, en l'effondrement des prises de pêcherie et la disparition de grandes cultures céréalières, dont dépendent la subsistance de milliards d'individus, en la hausse du niveau de la mer qui affectera des millions de personnes, en une fonte complète et récurrente de la banquise arctique, en la perte de biodiversité et l'extinction de très nombreuses espèces, en la disparition totale ou quasi-totale des récifs coralliens. Ces modifications auront en outre des conséquences sur la viabilité de nos écosystèmes. Elles mettront en péril vital des centaines de millions de personnes soumises à des événements climatiques extrêmes et des mutations profondes de leurs conditions de vie. Elles accroîtront aussi les inégalités en termes, par exemple, d'accès à l'eau, à la nourriture, à la santé, et multiplieront donc gravement les risques de conflits. Quoi qu'il en soit, il y aura un réchauffement climatique. Quoi qu'il en soit, les conséquences attenantes dont je viens de parler auront elles aussi lieu. Cependant, plus le réchauffement sera important, plus les conséquences seront dramatiques. Il est donc logiquement impératif d'agir. Selon Jim Skea, qui copréside le groupe 3 du GIEC, du point de vue des lois de la physique et de la chimie, la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degré est possible. Mais il faudrait pour cela réaliser des changements sans précédent. Il faudrait en effet que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites de 50% d'ici 2030 par rapport à celles de 2010 et que la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre, soit atteinte d'ici 2050 pour un réchauffement à 1,5 degré. Face à cela, on constate une certaine mobilisation des pouvoirs publics avec des objectifs qui sont fixés d'abord dans le cadre de la Convention climat des Nations Unies, qui consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. La Convention établit pour cela le seuil de 2 degrés comme limite à ne pas dépasser ni atteindre. Cet objectif de 2 degrés a été raffermi dans les accords de Paris, conclus à l'issue de la COP21, qui vise à contenir ce réchauffement nettement en dessous de 2 degrés en poursuivant l'action menée pour le limiter à 1,5 degré. Cet objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré est décliné par des engagements individuels par État dans le cadre de contributions qui sont déterminées au niveau national et mises en œuvre grâce à des mesures qui visent à plafonner le niveau de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, mais aussi à s'adapter aux modifications à venir, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Pour autant, il semblerait que nous soyons loin du compte. Déjà, pour s'en tenir au seul total des contributions volontaires des parties à l'accord, l'effort d'atténuation conduirait tout de même à un réchauffement d'environ 3 degrés en 2100. Et il n'est même pas certain que ces contributions soient respectées, au regard de la dépendance de certains États à l'énergie fossile et notamment au charbon. Si tant est même que ces contributions soient maintenues, si l'on envisage la décision des États-Unis de sortir des accords de Paris. Dans la société civile, les inquiétudes s'accroissent, les impatiences se creusent, les hostilités se nourrissent, les mobilisations se développent partout dans le monde. Les moyens d'action sont divers, hétérogènes, aux gestes individuels succèdent des marches citoyennes, aux opérations de résistance non violente succède parfois, il est vrai, le recours à la violence. La jeunesse du monde est particulièrement mobilisée. Greta Thunberg en est un symbole. C'est en pleurs qu'elle dira en octobre 2018 devant les dirigeants du monde « Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, et pourtant vous volez leur futur devant leurs yeux ».
Dans ce cadre, contestataire ou revendicateur, le recours au juge est perçu comme un moyen d'agir parmi d'autres. Les justiciables agissent devant les juges nationaux et internationaux. Les citoyens inventent aussi des procès fictifs où sont jugés les responsables politiques et économiques des dommages portés à l'environnement et aux hommes. Certains voient dans ces recours contentieux la marque d'une désespérance, le signe d'une pathologie. Le juge serait le dernier rempart légal pour faire plier des gouvernants qui n'écoutent pas ou ne veulent pas écouter. Pour ma part, j'y vois au contraire la marque d'un modèle nouveau qui émerge, fondé sur la revendication d'une justice climatique. C'est ce que je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui. Le concept de justice climatique s'ancre progressivement dans le vocabulaire commun. D'aucuns y consacrent des ouvrages, d'autres des rapports, on l'entend, on le lit, on le dit. Le concept irrigue le champ de la pensée humaine. Le concept de justice climatique ne s'entend pas seulement comme la lutte contre le réchauffement climatique. La justice climatique repose sur une double analyse. Premièrement, celle selon laquelle le réchauffement climatique risque d'accroître les inégalités en termes d'accès aux ressources, l'eau, la nourriture, l'énergie, et donc les inégalités entre les territoires, entre les pauvres et les riches, entre les femmes et les hommes. Secondement, la justice climatique repose sur l'analyse selon laquelle la communauté internationale tout entière est impliquée solidairement dans cette affaire. Si un État ne fait pas sa part, cela aura un impact global et partagé. Ainsi, par la justice climatique, il est proposé de lutter efficacement contre le réchauffement climatique tout en établissant une solidarité internationale, condition même de cette efficacité. Partant de cela, la justice climatique s'entend donc de deux façons. La justice climatique implique d'abord la responsabilité différenciée. Autrement dit, les États et même les entreprises ne sont pas tous également responsables devant la dette climatique. Les États les plus riches, les plus anciennement industrialisés, doivent contribuer prioritairement à l'effort climatique pour cette raison même qu'ils en assument la responsabilité historique. La justice climatique implique ensuite que les États agissent pour réduire les inégalités et les injustices créées par le changement climatique. Dans ce cadre, faire justice climatique, c'est donner à chacun la possibilité et la facilité d'accéder aux biens communs de l'humanité, c'est diriger l'investissement public et privé pour réduire ces inégalités, c'est établir une fiscalité carbone juste, c'est faire jouer un rôle assurantiel face aux dégâts climatiques, c'est concevoir l'urbanisme, la mobilité de façon durable. Finalement, la justice climatique, c'est une chance de résoudre, à travers la lutte contre le réchauffement climatique, les inégalités et les hommes, les inégalités entre les hommes et les territoires d'où ils sont. En matière juridique, c'est la transposition de cette conciliation nouvelle dans le droit par le biais de normes qui accrochent juridiquement parlant le terme de justice climatique. Ce concept ne se conçoit donc pas seulement comme le fait d'agir devant un juge. La justice climatique se réclame partout, y compris dans la rue. Ce sont le cas des manifestations citoyennes pour le climat. C'est aussi dans un autre champ ce qui nourrit le terreau de la colère des Gilets jaunes. Mais, bien sûr, le concept de justice climatique se conçoit aussi comme désignant la plainte et l'action du justiciable devant un juge. Dans cette seconde idée, ce qui compte, c'est finalement la justiciabilité de l'affaire. À mon sens, ces deux acceptions de la justice climatique font un tout cohérent. Il s'agit des valeurs et des institutions qui les portent. Il ne s'agit pas de lutter contre le réchauffement climatique avec son petit glaive, mais pour la justice climatique en agissant devant un juge, symbole et arme de l'idée démocratique et d'une conception de ce qu'est l'état de droit. Alors, pour autant, faut-il y croire? Faut-il croire en la justice climatique? J'évoquerai deux raisons d'y croire et l'une d'en douter. Deux raisons d'y croire d'abord. La première raison d'y croire tient à ce que le concept de justice climatique se développe peu à peu dans nos corpus juridiques. On trouve ainsi des règles de droit qui viennent interdire ou réglementer certains comportements dans une idée de justice climatique. Ce matériau juridique, on le retrouve à tous les niveaux. À l'échelon national d'abord, sur 193 États dans le monde, la très grande majorité a constitutionnalisé, mis dans sa constitution, des normes environnementales. Ces règles de droit ne concernent pas toujours la lutte contre le réchauffement climatique, mais indirectement y tendent.
Citons le cas par exemple de l'article 112 de la Constitution norvégienne qui dispose que chaque personne a droit à un environnement naturel et favorable à la santé dont la productivité et la diversité sont maintenues. Citons encore l'article 45 de la Constitution tunisienne qui dispose que l'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu et qu'il incombe à l'État de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution de l'environnement. Certains États ont même intégré le donné climatique dans leur constitution, comme le prouve la Constitution tunisienne, dont l'article 194 vise l'utilisation efficace et durable des ressources naturelles de la nation, conformément au besoin de s'adapter au changement climatique. Ou encore le préambule de la Constitution ivoirienne, par lequel le peuple ivoirien s'engage à contribuer à la protection du climat et au maintien d'un environnement sain pour les générations futures. En France, c'est la Charte de l'environnement qui, insérée dans notre bloc de constitutionnalité, notre Constitution au sens large, en 2005, comprend 10 articles précédés de 7 alinéas relatifs à la protection de l'environnement. Nous y reviendrons. En plus de ces normes constitutionnelles propres, les États réunis au sein de la communauté internationale ont, ces 20 dernières années, entamé un processus de discussion pour s'entendre sur un texte par lequel ils s'engageraient collectivement à promouvoir la justice climatique. L'accord adopté à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur le 4 novembre 2016 est le fruit de ce travail. Disons-le clairement, l'accord de Paris n'est pas un petit texte. Certes, il n'est pas parfait, car sa contrainte est faible, mais il s'agit tout de même d'un texte par lequel la communauté internationale tout entière s'est fixé un cap, une philosophie et les moyens de relever de ce qui s'apparente à l'un des plus grands défis de notre siècle. Le cap, c'est celui d'un réchauffement climatique limité à 1,5 degré d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. La philosophie, elle se décompose en 3 idées générales. D'abord, la justice climatique ne peut être atteinte qu'avec l'effort de tous. C'est pourquoi l'idée est à la coopération, à la responsabilité de l'ensemble des parties prenantes. La seconde idée tient en ce fait que tous les États sont différemment responsables devant la dette climatique au regard de leur état de développement et de leur responsabilité historique dans l'émission de gaz à effet de serre. Il s'agit donc, je le disais tout à l'heure, de mettre en place une responsabilité différenciée entre les États. La troisième idée tient à ce que les États sont comptables devant les hommes et l'histoire de leurs actions. C'est pourquoi l'utilité de la surveillance et du concours de la société civile est non seulement reconnue dans ce texte, mais encouragée. Les moyens, enfin, sont concrets, si tant est qu'on les mette en œuvre. Il s'agit d'atténuer le réchauffement climatique en le plafonnant puis en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, de s'adapter au changement climatique qui nécessairement adviendra et pour cela se préparer au changement. Cette résilience implique de rediriger l'investissement, d'indemniser les préjudices, de favoriser les instruments de partage international. Alors, c'est vrai, l'accord de Paris est de faible contrainte et repose pour être efficace sur la seule volonté des États. La seule véritable contrainte contenue dans les accords de Paris est celle de la clause de revoyure qui contraint les États à rendre compte tous les 5 ans de leurs actions et de réviser le niveau de leur engagement dans l'espoir qu'ils les affermissent progressivement. Sur ce point d'ailleurs, le droit et la science ne forment plus qu'un seul corps. C'est là l'une des grandes originalités de l'accord de Paris et des textes qu'il décline. Ils se comprennent à la lumière de la meilleure science disponible. L'on parle de croyances, disons ces journées de conférences. Et il y a là un beau sujet, parce que l'ensemble de ce dont nous parlons ne repose pas sur des élucubrations hallucinées de quelques mystiques, ni sur un délire paranoïaque de scientifiques fous, non plus que sur un vaste complot de gouvernants qui nous mentiraient. Le réchauffement climatique est un fait scientifique. La littérature scientifique est d'ailleurs de plus en plus pointue sur cette question. Et les perspectives catastrophiques d'un réchauffement climatique sont toutes scientifiquement étayées. Or, l'accord de Paris a fixé des objectifs qui reposent, et c'est tant mieux, sur la confiance que les États du monde accordent collectivement à l'expertise scientifique. C'est pourquoi l'article 4 de cet accord stipule qu'en vue d'atteindre l'objectif de 1,5 degré, les États, sur la base de leur contribution volontaire, opèrent des réductions rapidement, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles. On le perçoit bien, les règles de droit et les politiques qui en découlent doivent donc être comprises et adoptées
à la lumière des rapports du GIEC et de l'ensemble de la littérature scientifique. Cela étant dit, une question mérite d'être posée. Faut-il davantage de droits ? Autrement dit, est-ce qu'il est nécessaire d'inscrire dans notre corpus juridique d'autres règles de droit relatives à la justice climatique ? On le sait tous, le droit n'a d'utilité que lorsqu'il est effectif, lorsqu'il se concrétise. On le sait aussi, dans les temps de panique, les législateurs peuvent avoir tendance à se gargariser de mots et à les recracher en texte de loi. Il n'en reste pas moins que le droit est utile, en ce qu'il est à la fois le miroir et la mémoire d'une société, en même temps qu'il est un outil au service des administrations et des administrés pour fonder leurs actes. Plus on va dans le détail juridique, plus on agrandit la possibilité d'atteindre le prétoire du juge, de contraindre l'administration, de contraindre les opérateurs économiques. Or, il me semble que le droit gagnerait à s'enrichir d'autres normes juridiques pour satisfaire 6 ambitions. D'abord, des normes pour concrétiser la justice climatique. Il est aujourd'hui impératif que, partout dans le monde, les États traduisent dans leurs droits internes l'engagement international qu'ils ont pris et qu'ils s'y tiennent. C'est ce qu'en apparence fait la France, d'abord à travers des outils plus ou moins contraignants, récemment avec la loi énergie-climat, qui fixe des objectifs, il faut le dire, très ambitieux, de neutralité carbone à l'horizon 2050 et de baisse de 40% de la consommation d'énergie fossile par rapport à 2012 d'ici 2030, le tout sur la surveillance d'un haut conseil pour le climat qui est spécialement créé pour ce faire. Cependant, l'enfer se niche dans les détails et il faudra veiller à la cohérence de ces objectifs avec l'action et la décision des administrations et des administrés, ce qui est une tâche éminemment complexe. Il faudrait aussi des normes pour internationaliser la justice climatique. Je crois que l'idée d'un pacte mondial pour l'environnement est bonne. Il est aujourd'hui en cours de négociation devant les Nations Unies. Il ne s'agirait pas du grand soir juridique, mais plus simplement de compléter 2 pactes de 1966, le pacte social et culturel et le pacte civil et politique, d'un autre pacte qui unifierait et clarifierait le droit international de l'environnement, dans l'objectif qu'il soit source d'inspiration pour les législateurs nationaux du monde et peut-être opposable aux États dans le cadre de recours contentieux internationaux. Il faudrait aussi des normes pour constitutionnaliser la justice climatique. C'est ce qu'avait proposé le gouvernement dans le cadre de l'actuel projet de réforme constitutionnelle. Il proposait d'inscrire l'impératif de lutte contre le changement climatique à l'article 34 de la Constitution qui définit le domaine de compétence du Parlement. Certains ont jugé cette proposition inutile au motif qu'il existerait déjà une charte de l'environnement. D'autres l'ont estimée insuffisante. C'est notamment ce qu'a estimé l'Assemblée nationale en juillet 2018, en proposant plutôt de compléter l'article 1er de la Constitution d'un paragraphe selon lequel la République agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques. Pour ma part, il me semble que l'idée d'inscrire dans ce qui est le fondement textuel de notre pacte social, un principe essentiel à notre vivre ensemble, est bienvenu. Quoi qu'il en soit, pour l'heure et de toute façon, c'est la réforme constitutionnelle elle-même qui semble au point mort. Il faudrait aussi des normes pour pénaliser la justice climatique. Aujourd'hui, la question du changement climatique ne relève pas d'un crime ou d'un délit pour le droit pénal. Le statut de Rome, qui fonde la Cour pénale internationale, sanctionne seulement comme crime de guerre imprescriptible le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et directement attendu. La question de l'inscription en droit français ou dans le droit international d'une infraction pénale, plus communément appelée écocide, se pose. En France, une proposition de loi avait été déposée en ce sens, elle a été rejetée. À vrai dire, pour être effectivement sanctionné, peut-être vaudrait-il mieux s'entendre à l'échelle internationale pour insérer dans le droit international pénal cette notion d'écocide en réformant le statut de Rome, créant la Cour pénale internationale, afin de permettre la poursuite des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis un tel crime. Il faudrait aussi des normes pour responsabiliser davantage les entreprises. Cela commence un peu à travers le concept de responsabilité sociétale des entreprises qui les oblige à collaborer avec l'ensemble des parties prenantes pour notamment prendre en compte les préoccupations environnementales. Dans cette logique, le législateur
par la réglementation, mais plus souvent par l'incitation, amène les entreprises à endosser cette responsabilité en les obligeant à en être comptables, par exemple dans des documents de reporting extra-financier, ou en labellisant et soutenant leurs bonnes pratiques sociales et environnementales. Très clairement, il faut aller beaucoup plus loin. Il faudrait enfin des normes pour reconnaître de nouveaux droits. Les juristes distinguent 3 générations de droits fondamentaux. Et il en émergerait aujourd'hui une 4e à travers ce qu'on appelle les droits de la nature. Ce sont des droits révolutionnaires, car ils replacent l'homme dans son rapport singulier à la nature et tranchent avec une vision anthropocentrée de nos édifices juridiques, conception qui est très bien révélée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui évoque seulement les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Les droits de la nature ont d'ores et déjà été consacrés dans certains États du monde, comme dans la Constitution équatorienne ou la loi bolivarienne, avec le concept de Pachamama pour la terre-mère, ou aux États-Unis avec le lac Erie, ou en Inde avec le Gange. Et je vous avoue ne pas avoir d'opinion définitive à ce sujet, on pourra éventuellement en discuter tout à l'heure, car si l'idée est séduisante, car elle protège les écosystèmes des actions destructrices des hommes, elle pose des difficultés d'ordre philosophique et politique d'abord, sur notre rapport à la nature et l'utilisation ou l'exploitation que nous en faisons et que nous souhaitons en faire, et d'ordre juridique ensuite, car pour l'heure, il n'a pas encore été constaté qu'un lac était susceptible de parole, qualité qui est pourtant nécessaire pour agir devant la justice des hommes. Or, à défaut, cela nécessite une intermédiation, c'est-à-dire quelqu'un pour représenter les intérêts de ces ressources, qui pose question. En résumé, durant ce premier temps, je crois que nous avons vérifié une première raison de croire dans la justice climatique. Le droit se l'approprie et tendra encore à se l'approprier davantage, c'est un bon signe. Est-ce suffisant? Bien sûr que non. Le droit a sa temporalité longue pour adopter une règle, pour adopter une décision, ses rigidités propres en termes de procédure, de vocabulaire et des défauts, en cela qu'il n'est pas toujours sanctionné. Quoi qu'il en soit, le droit reste doté d'une force symbolique et d'une efficacité certaine. L'inscription de la justice climatique dans le droit conforte donc l'idée que le concept de justice climatique progresse. Et c'est d'ailleurs sur cette base que le juge rend ses décisions. C'est ce qui est une deuxième raison de croire en la justice climatique. N'oublions pas qu'une bonne part des progrès en matière d'environnement trouvent leur origine dans des décisions de justice, la plupart du temps saisies de demandes de la société civile. Aujourd'hui et depuis une dizaine d'années, des procès climatiques se développent un peu partout dans le monde. Il faut bien s'accorder sur ce qu'on entend par procès climatique. Il en existe effectivement plusieurs définitions. L'on peut parler spécifiquement des recours menés dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et qui mettent en cause l'inaction ou l'action fautive de l'État qui ne respecte pas ses objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. L'on peut parler plus largement des recours qui intéressent indirectement la lutte contre le réchauffement climatique par le prisme environnemental, par exemple concernant des recours exercés contre des autorisations publiques de projets considérés comme climaticides. L'on peut aussi parler de recours qui ne visent pas les États, mais des entreprises, la plupart du temps multinationales. En effet, les recours plus ou moins médiatiques se multiplient contre des entreprises polluantes ou émettrices de gaz à effet de serre. Les carbon majors, qu'ils soient privés ou étatiques, sont ainsi la cible de ces recours, visant à leur faire payer et à prévenir les préjudices imputables à leurs activités en lien avec le réchauffement climatique. Si l'on prend en compte l'ensemble de ce contentieux, on s'aperçoit du succès grandissant de ces actions partout dans le monde, menées par des citoyens et des organisations non gouvernementales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le rapport publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui date de mai 2017 et qui est intitulé « L'état du contentieux climatique, revue mondiale », on compterait près de 1000 procès se rattachant à la défense du climat, et depuis lors, le mouvement n'a cessé de croître. La plupart de ces procès sont pendants, en cours, notamment devant les juridictions nationales ou internationales, comme devant la Cour internationale de justice ou la Cour européenne des droits de l'homme. Le plus célèbre précédent, pour l'heure, est relatif à l'affaire Urgenda, aux Pays-Bas. Les 2 décisions auxquelles elle a donné lieu est un exemple contentieux pour le monde entier. Dans cette affaire, l'État néerlandais a, en première instance en 2015,
puis en appel en octobre 2018, était sanctionné pour son inaction fautive à la suite du recours exercé par l'ONG Urgenda au nom de 886 citoyens. La décision de la Cour d'appel de La Haye, rendue en octobre 2018, enjoint à l'État néerlandais de revoir l'ambition de sa trajectoire de réduction de gaz à effet de serre de 25% au moins d'ici 2020 contre 17% prévus dans la programmation étatique. Or, cette décision, elle est intéressante à plusieurs égards. D'abord, parce qu'elle est assise sur les droits de l'homme, protégés par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon le juge, le risque important que ces droits soient atteints du fait du réchauffement climatique oblige l'État à prendre des mesures positives, concrètes, en vertu d'un devoir de diligence. Cette décision, elle est également intéressante en ce que le juge, pour déterminer le caractère sérieux du risque, s'appuie sur le donné scientifique. Cette décision, elle est aussi intéressante car le juge décide qu'en vertu du principe de précaution, certains scénarios qui avaient été envisagés par le gouvernement néerlandais, notamment d'élimination du CO2 au moyen de technologies en cours de développement, manquaient de certitude scientifique, ce qui implique que l'État doit l'accompagner d'autres mesures plus concrètes, plus efficaces. Cette décision, elle est en outre intéressante en ce que le juge sanctionne un État à faire sa part pour un problème qui lui échappe en réalité dans sa globalité. C'est au titre de sa contribution propre que l'État néerlandais est sanctionné, peu important que les autres États du monde agissent ou non. Cette décision, elle est enfin intéressante car elle fixe des injonctions à l'État. Tu dois faire cela. Ce qui n'est jamais évident, car, bien évidemment, cela limite la liberté politique de l'État et comporte le risque que le juge sorte de son rôle pour prendre celui du législateur. On le comprend, la décision Urgenda est une grande décision en matière climatique. Ce n'est pas la seule. On peut aussi évoquer une décision de septembre 2015 par laquelle le juge de la Haute Cour de Lahore, au Pakistan, s'est prononcé sur une affaire dite Leghari contre République du Pakistan. En l'occurrence, il s'agissait d'Ashghar Leghari, agriculteur, fils d'agriculteur, dont l'exploitation était menacée au Pakistan du fait du réchauffement climatique. Le requérant, il estimait que les administrations pakistanaises étaient responsables de ne pas avoir agi, en contrariété d'objectifs qu'ils s'étaient pourtant fixés dans le cadre de la politique nationale relative au changement climatique. Dans sa décision, le juge pakistanais estime que l'inaction de l'État a provoqué des violations de plusieurs droits fondamentaux. Et pour cette raison, un peu dans le même ordre d'idées que pour l'affaire Urgenda, il dresse une série d'injonctions à l'État pour qu'il assure la mise en œuvre du cadre qu'il s'est lui-même fixé, notamment en mettant en place immédiatement une commission du changement climatique. Deux autres décisions historiques ont été rendues par des juridictions colombiennes. Par la première, en date du 8 février 2016, la Cour constitutionnelle de Colombie a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de deux lois qui portaient atteinte à des écosystèmes de haute altitude, qu'on appelle paramos. Le juge note l'importance des paramos pour la capture du CO2 dans l'atmosphère. Or, il considère que les lois, en l'occurrence, auraient permis le développement d'infrastructures qui risquaient de dégrader ces zones sensibles et précieuses sur le plan environnemental. Une seconde décision, qui émane cette fois de la Cour suprême de Colombie, saisie par 25 jeunes et une association, a jugé que l'État colombien a l'obligation de protéger et de conserver la forêt amazonienne, qui continue, vous le savez peut-être, à perdre des milliers d'hectares par an. Pour cela, le juge reconnaît des droits à cette forêt et la Haute Cour donne 5 mois au gouvernement pour créer un programme efficace de lutte contre la déforestation dans la région et exige des municipalités locales qu'elles mettent à jour leur plan de gestion des terres. Ces trois précédents, et ce ne sont pas les seuls, prouvent qu'il est possible de demander au juge justice climatique. Cependant, si certains précédents sont favorables, toutes les affaires ne connaissent pas le même succès, bien au contraire. On peut à cet égard évoquer l'affaire en cours Juliana contre USA, qui est plus connue sous le nom de la jeunesse contre les États-Unis, et par lequel 21 enfants et adolescents, soutenus par l'association Our Children Trust, ont porté plainte contre le gouvernement des États-Unis en demandant au juge d'enjoindre au gouvernement
de prendre des mesures de réduction des émissions de CO2. Les jeunes et l'association fondent ce recours sur la violation de leurs droits constitutionnels, qui seraient atteints par les activités des industries fossiles. Cette action, qui a été très largement médiatisée, a débuté en 2015. Cependant, elle connaît des difficultés contentieuses sévères, l'administration américaine essayant par tout moyen de faire reconnaître ce procès irrecevable. Si la Cour suprême des États-Unis, le 30 juillet 2018, a autorisé l'action en justice contre le gouvernement fédéral, le procès n'a toujours pas eu lieu, il devait débuter le 29 octobre dernier, encore une fois pour des raisons procédurales et en raison de l'action de l'administration américaine. Selon les observateurs américains, l'action de l'administration américaine est tellement efficace qu'il est possible que ce procès n'aille pas au bout aujourd'hui. Dans le même ordre d'idées, en Allemagne, récemment, un recours exercé par des agriculteurs a été jugé irrecevable par le tribunal de Berlin. Or, l'Allemagne a beau être certaine de manquer largement ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour 2020, cet engagement qui avait été formulé par l'Allemagne ne constitue pas, selon le juge, une réglementation juridiquement contraignante. Le même sort devrait sans doute être réservé à la démarche contentieuse nommée People's Climate Case, initiée par 11 familles d'Europe, d'Afrique et du Pacifique. Il s'agit d'un recours qui est exercé contre les institutions de l'Union européenne, au motif que l'objectif climatique de l'Union européenne à l'horizon 2030 est insuffisant et porte atteinte, c'est toujours la même chose, aux droits fondamentaux, à la vie, à la santé, au travail et à la propriété. Ce recours, cependant, a fait l'objet d'une décision de rejet par le tribunal de l'Union européenne, au motif que si chaque individu est affecté d'une manière ou d'une autre par le changement climatique, cette affectation n'est pas suffisamment directe et individuelle pour justifier la recevabilité de l'action. Un appel a été déposé le 11 juillet 2019, mais il est fort probable que cet appel connaîtra le même sort. En France, il existe un abondant contentieux environnemental, parfois proche du contentieux climatique, comme ce fut le cas récemment concernant la loi portant interdiction programmée de l'exploration et de l'exploitation d'hydrocarbures. Et dans la continuité de la dynamique mondiale dont on a parlé, il y a 3 affaires qui sont pendantes. L'une de ces affaires a été nommée de façon un peu grandiloquente, je trouve, l'affaire du siècle, est intervenue à la demande de 4 ONG devant le tribunal administratif de Paris en mars 2019. Il s'agit de ce que les juristes appellent un recours de pleine juridiction. Autrement dit, c'est un recours en responsabilité engagé contre l'État du fait de son inaction fautive en matière climatique. Pour ce faire, vous vous en souvenez, une requête indemnitaire a été envoyée à l'État qui a rejeté cette requête de manière argumentée en disant non, mes actions sont conformes à mes engagements. Aujourd'hui, le dossier est en cours d'instruction depuis le dépôt le 14 mars d'une requête devant le tribunal administratif de Paris. Nous verrons le sort qui sera réservé à cette requête. Les autres recours ont été déposés par la commune de la Grande-Synthe devant le Conseil d'État, l'une en janvier 2019, pour obtenir l'annulation de décisions de rejet des demandes tendant à ce que l'État agisse pour prendre des mesures d'adaptation et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et l'autre en février 2019, qui a été cette fois dirigé contre un acte de l'État, le second plan national d'adaptation au changement climatique. Là encore, nous verrons ce que donneront le résultat de ce contentieux. In fine, vous le voyez, le bilan pourrait sembler contrasté. C'est vrai qu'il ne faut pas nier qu'il y a certaines difficultés, mais pour autant, je ne vois pas là une raison de douter de la justice climatique. Certes, il existe des difficultés d'ordre juridique d'abord, qui tiennent à 3 facteurs. En premier lieu, dans tous les cas, c'est l'insuffisance de la politique climatique qui est reprochée à l'État, voire son inaction climatique, ce qui suppose qu'il existe des obligations de l'État en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Autrement dit, et c'est là que ce n'est pas facile, cela suppose de trouver des normes contraignantes, ce qui n'est pas si simple. Et si tant est qu'elles existent, quelles sont leur nature? S'agit-il de droits fondamentaux qui, indirectement, vont venir au service de la justice climatique, comme le droit à la vie, par exemple? Ou est-ce que le juge peut, de lui-même, découvrir une obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique?
En deuxième lieu, la question même de l'intérêt à agir devant le juge se pose, c'est-à-dire la possibilité d'accéder au juge. Il s'agit pourtant d'une condition importante pour que ces recours soient recevables. La question est la suivante. Comme tout le monde est frappé par le changement climatique, certains le sont-ils plus que d'autres, de façon certaine et directe? En troisième lieu, dans le cadre des recours en responsabilité, les conditions sont difficilement remplies. En effet, pour engager la responsabilité d'un État, il faut trois choses. Un fait générateur, un dommage, un lien de causalité. Concernant le fait générateur, à qui imputer la responsabilité? Sont-ce au premier chef les États, ou les entreprises, ou les personnes physiques? Et pour quel fait? D'avoir agi insuffisamment? D'avoir mal agi par le passé? Est-ce qu'on parle d'action fautive ou d'inaction fautive? En cas d'inaction, il faut la jauger, ce qui implique au surplus d'avoir la preuve de cela, ce qui implique que la transparence prévue dans le cadre des accords de Paris soit respectée. Mais cette transparence, c'est les États qui décident de la mettre en œuvre. Concernant les dommages, ils doivent en principe être anormaux et spéciaux. Il faudra donc vérifier que des atteintes sont bien constituées. Là encore, c'est compliqué de circonscrire ces dommages. De quel type de dommages parle-t-on? Des dommages économiques? Des dommages écologiques? Des dommages de santé? Des dommages moraux? Est-ce que ce sont des dommages aux hommes? Est-ce que ce sont des dommages au territoire? Est-ce que ce sont des dommages aux institutions qui portent la protection de l'environnement? C'est d'autant plus difficile que nous semblons porter collectivement le tort de ce phénomène, dont nous serions à la fois victimes et responsables. Enfin, concernant le lien de causalité, c'est-à-dire le lien entre le fait générateur dont j'ai parlé et le dommage, c'est le problème le plus épineux, à au moins deux points de vue. Le changement climatique, c'est un phénomène global. Or, si tracer une molécule de pétrole est assez facile pour trouver le responsable de ce surplus de gaz à effet de serre, Or, si tracer une molécule de pétrole est assez facile pour trouver le responsable, repérer qui est le responsable de ce surplus, le responsable du surplus de gaz à effet de serre, est délicat, car par définition, nous participons tous à ces émissions. C'est compliqué pour le passé d'attribuer à une entité particulière la responsabilité. C'est aussi compliqué pour l'avenir, sauf à mettre en place un système très sophistiqué et qui marche, pour répertorier et attribuer un quota de CO2 par personne morale et physique. En outre, le changement climatique est un phénomène de long terme. Les dommages interviennent très longtemps après le fait générateur. Il est donc compliqué de prouver que le comportement ou la décision d'une personne à un moment donné a causé ce tort particulier des années plus tard. Pour faire face à ces difficultés, il y aurait deux solutions. Soit on reconnaît une présomption de causalité, on présume que le lien de causalité est rempli, ou alors on s'appuie sur les données avancées par la science de l'attribution pour donner des informations sur le lien de causalité entre certains événements et le réchauffement climatique. Mais ce ne sera pas simple, car les juges sont beaucoup moins bien armés que les agences d'État en termes d'expertise sur le sujet du climat. Par-delà ces problèmes, excusez-moi, un peu de technique juridique, le fonctionnement même de la justice pose problème. J'en vois au moins trois. La question de la temporalité du contentieux, qui s'acclimate mal de l'urgence de la situation. La question de l'organisation du schéma juridictionnel. Il est bien que des juridictions étatiques soient saisies du problème, mais peut-être faudrait-il confier le soin à un juge international de pouvoir contrôler globalement cette problématique globale. On a déjà beaucoup d'instruments, ce ne serait peut-être pas nécessaire d'en créer de nouveaux, mais peut-être faudrait-il augmenter les compétences de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice. Enfin, le dernier problème, et peut-être le plus important, est celui de l'efficacité de la sanction. En effet, quand bien même un juge serait-il doté, ou se doterait-il, d'un pouvoir d'injonction en disant à l'État « tu dois faire cela », que peut faire le juge face à un État qui résiste ? Évidemment, la force armée ne peut pas être déployée contre un État par son juge. En principe, un État s'auto-contraint. Il s'oblige à appliquer les décisions de justice. En réalité, je crois que l'objectif n'est pas tant de punir que d'inciter à agir. Et c'est là tout l'intérêt de ces recours. J'en vois au moins trois. Premièrement,
les plaintes ont un effet performatif, c'est-à-dire qu'elles réalisent une action par le fait même qu'elles sont énoncées. La médiatisation et l'ampleur de ces actions ont un effet important sur les gouvernants, sur les administrations. Deuxièmement, l'effet psychologique de ces plaintes sur les juges eux-mêmes n'est pas à sous-estimer. Les juges, on le sait, ont une marge d'appréciation dans l'interprétation de la loi. Or, la multiplication des recours les informe, les forme, les sensibilise. À recourir à la justice, on influe nécessairement sur la conception que se font les juges de l'enjeu climatique. Troisièmement, il y aura de temps à autre des précédents qu'on n'attendait pas, comme c'est le cas dans l'affaire Urgenda aux Pays-Bas, qui a eu pour l'effet que l'État refasse la loi. Enfin, quatrièmement, cela remet la justice dans un rôle qui est le sien et qui est bon pour l'organisation et le fonctionnement démocratique, et j'allais presque dire le vivre ensemble. Il est sain pour une démocratie que les citoyens placent une confiance dans leurs juges et préfèrent agir par ce biais légal pour régler leurs conflits. Cette confiance est importante, elle ne doit pas non plus être aveugle. C'est ce que je voulais vous dire dans un dernier temps. Après cet exposé des raisons de croire en la justice climatique, j'aimerais vous convaincre de la nécessité de toujours en douter un peu. Car douter de la justice climatique, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Le doute se caractérise par des interrogations, des incertitudes, des hésitations. Elle consiste parfois à suspendre le temps avant d'agir. Ce doute est nécessaire quand on parle de justice, parce qu'elle n'est pas parfaite, parce qu'elle est humaine. Il me semble qu'en droit, croire en la justice comme on croirait en Dieu est une abyssale erreur. Il est bien sûr nécessaire d'avoir une relative confiance dans les institutions publiques de nos États et dans les décisions qu'elles portent, mais là où la confiance n'exclut pas le contrôle, la croyance emporte une part d'abandon qui s'accommode mal du devoir de vigilance dont sont constitutionnellement investis les citoyens et les justiciables. Or, ce contrôle, pour être efficace, doit être guidé par le doute, un doute légitime envers ceux qui nous gouvernent, nous administrent, nous jugent. C'est pourquoi il me semble que notre rapport aux juges, aux législateurs, au gouvernement, à l'administration ne doit ni être un rapport de croyance, ni de méfiance, mais de confiance guidée par le doute. En ce sens, la revendication de justice climatique, où qu'elle se passe, bien loin d'être pathologique, est l'incarnation même de la démocratie, parce qu'elle est le reflet d'un doute, celle qu'ont les citoyens. Si ce doute ne s'exprime pas, si on le refoule, c'est par la violence qu'il s'exprimera un jour, ou par la résignation qui, encore plus que la violence, est, elle, une pathologie de tous les systèmes démocratiques. Alors oui, il faut douter et exprimer ce doute. Ce doute permettra, de gré ou de force, de créer le débat. Il fera évoluer les représentations dont chacun est pétri, du rapport, par exemple, que nous entretenons à la nature. Il mettra en question chacune des actions, chacun des actes des pouvoirs publics pour s'assurer qu'ils soient bien conformes à ce que nous avons collectivement décidé. Si le combat est celui de la justice climatique, alors il faut se battre dans la mesure du possible dans l'espace des libertés civiles et politiques que nous ouvrent nos constitutions et nos lois. Ce combat, cependant, ne doit pas être un enchevêtrement de cris plaintifs. Non, la plainte, ici, est un acte devant un juge, dans la rue, dans les journaux, pour dire aux politiques « faites, agissez, nous doutons, prouvez-nous que vous agissez ». Mais pour cela, il est primordial que se diffuse parmi l'ensemble des citoyens la culture de ce qu'est l'État, de ce qu'est la justice et de ce que les administrés sont en droit de réclamer de leurs administrateurs. Les pouvoirs publics sont comptables de leurs actions. Il est encore une fois non seulement légitime, mais nécessaire de la part des administrés d'en douter. Douter de la justice climatique, c'est aussi se donner les moyens d'agir. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus se satisfaire seulement de grands recours contentieux contre les États sur des axes très généraux de leur politique climatique. Je crois que l'avenir de la justice climatique devrait d'abord concerner d'autres causes qui indirectement contribueront par la protection de l'environnement à la justice climatique. C'est le cas, par exemple, de la lutte contre la pollution dans les grandes villes, c'est le cas dans un autre ordre d'idées, mais aussi important, de la protection des droits des réfugiés climatiques.
L'avenir de la justice climatique devrait aussi s'attacher aux réalités locales, aux réalités de terrain. On constate ainsi que les contestations contentieuses de projets locaux climaticides se multiplient, c'est fort bien. Douter de la justice climatique, c'est enfin se donner la chance de réfléchir à nouveau sur la façon dont l'humain, en tant que citoyen et justiciable, se conçoit. Si le défi de la justice climatique est le défi du siècle, le combat doit se jouer à travers les outils des civilisations humaines. La lutte contre le réchauffement climatique implique de tout adapter, y compris nos systèmes juridiques pour qu'ils la permettent. Repenser nos modèles juridiques consiste, j'en suis convaincu désormais, à donner une place à la nature, c'est-à-dire à penser le droit de manière à ce qu'il reflète ce rapport si particulier, cette relation si intense qui nous lie à ce qui nous environne. Aujourd'hui, la nature n'intéresse pas l'être humain. C'est le réchauffement climatique qui l'inquiète. C'est donc la peur qui agit et pas la perception d'appartenir à un tout cohérent où les effets de nos actions ont un impact sur un équilibre global et donc sur nous-mêmes. Il faudrait donc amener l'homme à réfléchir sur le rapport qu'il entretient à la nature. Ce débat politique, par essence, est la condition nécessaire à la transformation de nos systèmes juridiques. Je le disais, les systèmes juridiques sont les reflets des sociétés humaines. Alors la question est ouverte. Que voulons-nous faire ? Quel rapport voulons-nous entretenir avec la nature ? Les juristes interviendront ensuite pour proposer des normes et des institutions qui seront le reflet de ce choix exprimé démocratiquement. C'est là, je crois, une condition pour réenchanter nos constitutions, fondement d'un pacte social qui, nous le vérifions chaque jour, se délite. Cette démarche, elle n'est pas grave, elle est même saine pour une démocratie. Il est, je crois, nécessaire pour notre avenir commun que nous réfléchissions ensemble au modèle que nous voulons mettre en place. Alors, à la question « faut-il croire en la justice climatique ?» Oui, il y a de solides raisons d'y croire, mais l'important est que nous en doutions toujours pour nous donner vraiment les moyens d'y tendre. Je vous remercie. Je vous propose que nous entamions un débat, alors qui peut s'apparenter ou pas à des questions. Si vous avez des réactions, éventuellement vous voulez les exprimer, je vous en prie, la parole est à vous. Alors, il y a... Peut-être on commence, Julien, ou... Vas-y, je t'en prie. Bonsoir, merci pour ta conférence. Je vais embrayer sur tes derniers propos sur le doute. À un moment, tu t'es réjoui du fait qu'avec l'accord de Paris, le droit et la science, je reprends tes propos, ne constituent plus qu'un seul bloc. Tout à fait. Est-ce que pour toi, il n'y a vraiment aucun risque à aligner ainsi le droit et la politique sur la science ? Est-ce que vraiment, si on en est là sur la question climatique et comme sur d'autres, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez écouté les scientifiques ? Est-ce que ce ne serait pas aussi parce qu'on les a trop écoutés ? Alors, sur cette question, je ne dirais pas qu'on les a trop écoutés, mais justement qu'on les ait, ni qu'on les a mal écoutés, mais peut-être qu'on ne les a pas écoutés assez tôt. Après, j'ai exprimé les choses de la manière suivante tout à l'heure. C'est vrai que l'originalité des accords de Paris et l'originalité du contentieux qui suit et qui se fonde sur ces accords de Paris, c'est que le juge, pour trancher, doit se fonder sur des faits. Et ces faits, effectivement, il va les chercher dans l'expertise scientifique. Et l'originalité des accords de Paris, c'est qu'elles contiennent un objectif dont on se pose la question de savoir s'il est contraignant, mais cet objectif, il a été fixé justement parce que les scientifiques nous ont dit que c'était celui-là qu'il fallait fixer et que c'était le seul qui pouvait être atteint. Sur le fait de savoir si il est bon que la science précède le droit, sur cette problématique-là, concrètement, je pense que oui, il est sain que les institutions aient suivi la science. Après, je crois aussi que... Comment dire ?
Je pense que le droit ne réglera pas tout sur cette question et que le penser, c'est fondamentalement faire erreur. On a beaucoup disserté sur le fait de savoir si les accords de Paris étaient contraignants ou n'étaient pas contraignants. Pour moi, en réalité, ce n'est pas un problème dans la mesure où, si des contentieux adviennent, la sanction sera tellement tardive qu'il sera déjà trop tard, et les effets de la sanction qui seront prononcés seront de toute façon tellement faibles que ça ne changera pas grand-chose. Je crois en réalité que ce qu'il y a de fondamentalement bon dans les accords de Paris, c'est le signal qu'ils donnent. Et que le signal qui est donné, c'est que les gouvernants ont compris qu'il y avait un problème et que ce problème était reposé sur un fait scientifique concret et avéré. Et je pense que vraiment, on peut regretter le manque d'inaction de nos gouvernements, on peut regretter plein de choses, mais les accords de Paris sont une bonne base commune, et tant mieux qu'elles aient reposé sur le fait scientifique. Monsieur, excusez-moi. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention votre poignant exposé, et ça me provoque deux réactions. La première, c'est que vous l'avez dit, la seule action contre le réchauffement climatique doit être de tous les États et doit être solidaire. Or, il n'y a, à ma connaissance, aucune organisation qui permet de contraindre les États à faire ce qu'ils ont dit. Ce qui est d'autant plus déplorable que ceux qui vont souffrir du réchauffement climatique sont les États, en général, les plus faibles et qui ont le moins de pouvoir. Donc ça, la première question que je voudrais vous poser, c'est que faut-il faire? Comment pourrait-on créer une institution qui soit en charge d'imposer aux États de faire ce qu'ils ont à faire? Et puis la seconde réaction, même si la justice climatique me semble aujourd'hui être un instrument parmi d'autres, peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais un instrument parmi d'autres, la seconde réaction, c'est qu'il me semble que le principal responsable du réchauffement climatique, il n'est jamais mis en cause en quoi que ce soit. Car pour moi, le principal responsable, c'est le citoyen, c'est le consommateur. C'est bien parce qu'on consomme de l'énergie, chacun d'entre nous, d'une certaine façon, que l'industrie nous fournit de l'énergie et que le monde produit de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc là aussi, ne faudrait-il pas se tourner, j'allais dire, contre le citoyen pour lui imposer des règles qui minimisent son impact en termes de réchauffement climatique? Je vous remercie pour votre question. Sur la première, c'est une question qui est délicate. Moi, je me méfie toujours des grandes constructions internationales. Je crois que l'urgence est telle sur la question que construire, institutionnaliser ou créer une nouvelle juridiction qui aurait les compétences pour pouvoir dire aux États « vous ne faites pas suffisamment, il faut que vous agissiez vite et je vous enjoins à le faire », honnêtement, je pense qu'on y perdrait beaucoup de temps parce que c'est long à structurer ce type d'institution et que ça ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, moi je crois à deux choses et c'est un peu ce que j'essayais d'exposer tout à l'heure. La première chose, c'est que je pense qu'il n'est pas inutile d'avoir de grands textes qui ne sont pas que symboliques parce qu'ils peuvent ensuite se concrétiser. Et l'idée du pacte mondial pour l'environnement est une bonne idée. C'est-à-dire que le pacte mondial pour l'environnement, comme je disais tout à l'heure, ce ne sera pas le grand soir juridique, ce ne sera pas une révolution du jour au lendemain où le monde ira mieux, mais ça harmonisera un certain nombre de normes et je pense que ça influera sur des parlements nationaux, sur des États du monde pour qu'ils prennent conscience de l'impérativité, mais là au sens juridique du terme, de la situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons un moyen de contraindre les États. Alors nous avons un moyen de contraindre notre propre État, mais pas d'autres. Mais ce moyen, c'est de recourir aux juges internes. Moi, ce qui me gêne un peu, je vais être très honnête sur l'affaire du siècle, c'est déjà qu'elle s'appelle l'affaire du siècle. C'est-à-dire que je crois honnêtement qu'aujourd'hui, il faut éviter tous les grands mots. Honnêtement, je suis assez convaincu que la justice climatique ne passera que par des actions réalistes et concrètes. Et c'est sur ça qu'il faut aller. C'est pour ça que je disais, la justice climatique, elle doit se réaliser sur le terrain. La justice climatique, c'est l'usine du coin qui est installée et dont on considère qu'elle est climaticide. C'est ce projet-là qu'il faut attaquer. Aller attaquer des États dans des procédures qui sont interminables pour que finalement le juge vienne leur dire « Bon, tu t'es fixé comme objectif 30%, allez, on va le baisser à 25%. » Pourquoi faire ensuite?
C'est dans la déclinaison de ces objectifs-là que l'enjeu se situe. C'est là que ça se passe. Et donc moi, je crois que ce qu'il faut accélérer absolument et impérativement, c'est le contrôle des actions locales, y compris réalisées par l'État. C'est là qu'il faut aller. C'est sur ces projets-là qu'il faut se mobiliser. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je crois que, et je vais faire le lien avec la deuxième, le Clean Energy Package, qui a été récemment adopté par le Parlement européen, qu'on peut accabler de plein de mots, hein, je l'entends, mais qui a quand même là fourni un ensemble de mémoire, 7 textes absolument abondantes, et qui a élaboré un concept qui, moi, me semble génial, qui s'appelle le concept de communautés énergétiques. Je vais pour simplement parler d'énergie. Le concept de communauté énergétique, c'est quelque chose de révolutionnaire, et dont le citoyen doit à tout prix se saisir. La communauté énergétique, c'est un moyen de revenir complètement sur le schéma traditionnel où de grands opérateurs produisent de l'énergie, le transportent, le distribuent jusqu'au consommateur final. Les communautés énergétiques, c'est qu'à l'échelle d'un lotissement, à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une zone industrielle, vous pouvez monter votre propre communauté énergétique, plus ou moins déconnectée du réseau, plutôt plus que moins. Et si ça se répercute partout, si ce type de projet se développe partout, et je peux vous assurer que ce sera une révolution de notre façon de consommer de l'énergie, d'en produire, et ce sera une révolution énergétique. Et je pense que l'implication citoyenne, honnêtement, elle peut passer par les premiers recours dont je parlais, quand des projets locaux nous insatisfont, ou quand des lois nous insatisfont. OK, mais elle doit surtout passer par l'implication concrète, et sur des choses qui ne se résument pas qu'à consommer pour soi, mais aussi à se concevoir dans une communauté qui est notre voisinage, qui est notre entourage proche. Vraiment, moi je crois à la décentralisation énergétique. Je crois aux communautés énergétiques et je pense que c'est là que ça se situera. C'est le devenir. Pour moi, c'est l'avenir. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir. J'ai également écouté avec intérêt votre exposé. Plutôt qu'une question, 2 observations. Oui, je vous en prie. La notion de justice et de droit quand il s'agit d'État, ma conviction personnelle, c'est que là où commencent les intérêts financiers lobbyistes, s'arrête la justice à l'échelle d'un État. Et monsieur en a fait l'observation à l'instant, et je partage tout à fait votre avis, monsieur. Je suis convaincu également que les changements s'opéreront par la loi, mais au travers de restrictions individuelles, parce qu'on est tous concernés par cette problématique-là, à partir du moment où ça ne nous atteint pas. Et on n'a pas à modifier. Alors, on peut, dans des gestes quotidiens, mais dans sa globalité, se réinventer et se restreindre au travers d'une société qui nous pousse à aller dans certaines directions. C'est loin d'être évident. Et je crois que ça passera aussi par des restrictions individuelles au travers de la loi qui seront pénalisées pour les citoyens. Alors, moi, je partage tout à fait votre analyse. 2 choses. La première chose, c'est que est-ce que j'ai conscience que les intérêts financiers gouvernent le monde ? Les intérêts financiers mènent-ils le monde ? Enfin, oui. La réponse, évidemment, est oui. Le problème, c'est par quoi est guidé cet intérêt financier, si ce n'est par nos comportements individuels. C'est un peu ce dont vous parliez. Hein. C'est-à-dire que si jamais nous consommions autrement, si jamais nous cherchions à produire de l'énergie autrement, nous-mêmes, hein, et avec ceux qui nous environnent, comme je vous le disais, dans le cadre de communautés, etc., je pense honnêtement que les intérêts financiers se redirigeront. Je vais vous parler de 2 exemples. Je vais prendre un exemple qui, je ne sais pas au crédit qu'ils le mettent, mais c'est quand même une loi intéressante. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure sur justement le rapport entre lobby et intérêt de l'État à ne pas contredire ce qu'il a promis. La loi interdisant de façon programmée l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures. Vous avez dû en entendre parler. L'exploitation d'hydrocarbures en France, c'est peanuts, c'est rien, c'est minime, c'est infime, ça représente 1%, je crois, de la consommation française, etc. Le gouvernement, enfin c'était au moment où Nicolas Hulot était ministre, décide de prendre cette loi. Et nous, à l'Université de Pau, travaillons un peu sur le projet, sur les questions minières, réforme du code minier, etc. À partir du moment, enfin, moi j'ai vraiment effectivement été sidéré par ça. À partir du moment où le législateur a engagé le processus de discussion sur cette loi,
c'est la première fois que moi j'ai constaté le pouvoir de lobbying intense que menaient certaines entreprises pour allonger dans le temps. C'est une interdiction programmée, donc c'est-à-dire c'était programmé pour 2022, 2030, l'allonger jusqu'à 2050, c'est-à-dire 2100, hein, on ne sera même plus là, du coup, si jamais le réchauffement climatique se réalise, etc. C'était sidérant. Moi, c'est la première fois que j'étais confronté à ça. Et effectivement, j'ai vu cet intense lobbying qu'ils étaient capables de réaliser. Mais en face de cela, parce que je suivais les débats parlementaires et le débat dans les commissions, qu'est-ce que pouvaient faire les parlementaires si ce n'est aller au bout? Quand vous avez des millions d'yeux citoyens qui vous regardent et qui disent « Alors, tu vas la faire, ta loi, ou pas, sur l'interdiction? Tu t'es engagé à le faire ?» Ce qu'il nous faut, c'est des engagements. Et ils ne seront pas tous tenus, mais il faut qu'on les ait. Il faut qu'on les ait pour pouvoir dire « Vous vous êtes engagé à ça, faites-le maintenant. » Et je crois vraiment que si jamais nous agissons de la sorte, c'est-à-dire, mais ça demande une implication, on va se le dire, ici vous êtes peut-être plutôt des personnes qui êtes sensibilisées à la question. Le problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment. C'est ça le souci. C'est-à-dire, si nous l'étions tous, les intérêts financiers seraient guidés vers ce qui est durable, vers ce qui est écologiquement neutre, etc. Et le gouvernement serait obligé d'agir. Le problème, c'est simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Et ça, je ne le comprends pas. Et c'est pour ça que j'insistais dans mon introduction sur le fait que c'est un fait scientifique. Ce n'est pas une hallucination. Et alors, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que d'autres sciences sociales que le droit, parce que seraient capables de l'expliquer. Qu'est-ce qui fait? C'est de la sidération? C'est de l'abandon? C'est quoi? Honnêtement, là, moi, je ne suis pas capable avec mes outils de juriste. Je prends votre observation. Il y a 52. Alors, allez-y. Bonjour, déjà merci pour tous ces éléments que vous avez partagés avec nous. Ça m'a beaucoup instruit. À titre individuel, moi je suis très active sur les réseaux sociaux, sur notamment certains groupes qui essaient de militer pour l'environnement. J'ai plein de choses à vous dire, mais je voulais juste rebondir sur un point important. Effectivement, je partage avec vous que l'action citoyenne a une vraie importance. Je l'ai vu moi la semaine dernière sur une loi qui a failli être repoussée. Vous avez entendu parler peut-être de cette loi qui prévoit l'abandon de l'huile de palme dans la liste des biocarburants. Et cette liste de biocarburants doit donc exclure l'huile de palme en 2020. Et dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, sans débat, les sénateurs avaient voté pour repousser l'interdiction de l'huile de palme à 2026. Sous l'action probablement d'un grand fournisseur d'énergie du coin qui a une raffinerie à la Mède. Et donc, à 8h du matin, les réseaux, notamment des réseaux comme ceux de Tous Unis avec Nicolas Hulot, ce n'en est qu'un, mais il y en a plein, ont tweeté à 8h sur le fait que c'était inadmissible. À 15h, nous avions... sous le poids des ONG et des citoyens, Édouard Philippe qui disait « Bon, finalement, c'est pas très cool que ce soit passé pendant la nuit sans débat, on va revoter. » Et à 23h, l'huile de palme a été maintenue dans la liste des biocarburants et va être effectivement exclue en 2020. Donc oui, les lobbyistes, effectivement, ont un pouvoir, mais les citoyens également. Concernant la question de la sidération, en revanche, je pense que le climat, d'une manière générale, reste largement sous le faisceau médiatique. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parle, mais moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas encore tout à fait saisi les implications concrètes et directes. L'implication la plus concrète étant peut-être le fait de ne plus avoir accès à une alimentation décente. Et j'ai régulièrement des débats avec des gens autour de moi qui me disent « Bon, bah oui, c'est vrai, on a eu chaud cet été, 46 degrés, c'était vraiment chaud. C'est embêtant, mais j'avais la clim. » Et donc, il faut que je leur explique qu'effectivement, la clim à 46 degrés les empêchera d'avoir chaud, mais fera en sorte que tous les écosystèmes autour d'eux vont mourir et que 46 degrés, c'est presque la température de désert, et donc qu'effectivement, ils mourront au frais. Mais je fais un peu d'ironie, mais c'est important parce qu'effectivement, les gens sont prêts à se mobiliser à partir du moment où, à leur échelle locale, ils comprennent l'importance et l'interaction des écosystèmes. Et c'est là où j'en viens au point fondamental de droit que vous avez évoqué tout à l'heure et sur lequel, effectivement, on manque de quelque chose. C'est à partir de quoi est-ce qu'on dit on est sur une action écocide? La loi sur l'écocide a été rejetée visiblement parce qu'elle n'était pas assez précise.
Est-ce qu'un écocide, c'est de détruire une petite forêt locale pour construire un bâtiment et donc rejeter du CO2 et tuer la biodiversité locale et peut-être une espèce d'oiseau du coin? Est-ce que c'est de déforester entièrement la forêt amazonienne, mais auquel cas est-ce qu'on peut contraindre un président brésilien et climato-sceptique à le faire si on est en Colombie? Et c'est là-dessus peut-être qu'effectivement au niveau global on peut agir, mais à mon sens la fractale principale, c'est simplement que les gens pensent, et les gens et les industries et les États ne conçoivent plus la croissance et le bien-être à travers un prisme économique, mais à travers un prisme de biodiversité. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais partager. Merci pour ces éléments. Madame, du coup, oui, je vous en prie. Alors, ne pensez-vous pas qu'il faudrait inclure le concept de justice climatique dans le concept de justice environnementale? Alors, ça, c'est étonnant parce que ce que vous dites, parce qu'en droit, là, on constate, alors souvent, les juristes construisent des chapelles, mais qu'il y a un droit de l'environnement qui s'est structuré dans les années 70, et là, maintenant, il commence à y avoir un droit du climat, et qu'effectivement, les deux questions tentent à être disjointes. Je vais vous exposer un élément un peu cynique, qui n'est pas forcément mon opinion, mais qui, pour la raison pour laquelle parler de droit du climat est peut-être une bonne stratégie. Ce n'est pas forcément mon opinion. Si on parle de ça, on se focalise sur un problème, qui est celui de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est très urgent, très problématique, et sur lequel il faut mettre en place des actions propres. Si jamais on inclut ce combat pour le climat dans un combat plus large pour l'environnement, vous allez mettre de côté certaines personnes qui s'en fichent un peu de l'environnement, mais qui n'ont pas envie de mourir. Vous voyez ce que je veux dire, grosso modo? C'est-à-dire qui s'en fichent un peu de la planète, qui s'en fichent un peu de l'écosystème, mais par contre, quand ils lisent le rapport du GIEC, ça ne les met pas bien, quoi. Ils se disent, là, effectivement, si jamais ça s'avère, il va y avoir un problème. Si on était un peu cynique, on dirait qu'il y a un intérêt à détacher la question climatique de la question environnementale, parce que ça rassemble plus de monde. Le problème, c'était justement mon exposé, hein, enfin la fin de l'exposé, c'était que moi, je pense que si on disjoint les deux, on finira par réavoir un problème, parce qu'on va polluer beaucoup, on va concevoir des technologies qui vont avoir un impact sur notre environnement qu'on ne saura pas maîtriser. Et c'est pour ça que je crois que là, je voudrais juste ajouter quelque chose avant de conclure sur ça. Il y a à l'université de Pau notamment, mais pas que, et je sais que certains sont spécialistes de la question, mais des gens qui sont absolument convaincus que la technologie va sauver le monde. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que de toute façon, on va y arriver. Là, jeudi, il y a une conférence à Pau avec un grand professeur écossais, etc., qui vient nous parler de capture du CO2. Et il dit, en substance, il n'y a pas de souci, on va être capable. Dans 10 ans, finalement, on aura capté ce qu'il faut et on le retraitera d'une telle manière. Donc, on va y arriver, il n'y a même pas de question, c'est comme la couche d'ozone, on va y arriver, etc. Bon, moi, je ne suis pas très convaincu par ça parce que je pense qu'il y a en fait un débat, mais qui est un débat politique. Ce n'est pas un débat universitaire. Là, c'est un débat politique qu'on n'a pas eu collectivement. C'est dans un temps où plein de choses se confrontent là. Le problème environnemental, le déferlement technologique, les inégalités profondes entre les gens et entre les territoires. Il serait peut-être temps, là, pas de faire un grand débat, mais de se poser vraiment la question de ce qu'est être le vivre ensemble. C'est pour ça que je disais qu'il fallait réinterroger notre pacte social. Et moi, je suis convaincu à titre personnel que la question environnementale n'est pas... que ça doit être un tout cohérent, en fait. Et finalement, le concept de justice climatique, c'est celui-là. C'est pas on lutte contre le réchauffement climatique, c'est par la lutte contre le réchauffement climatique qu'on prend tout en compte aussi. Donc le concept, pour moi, de justice climatique est le bon. Alors, je suis d'accord avec vous. Alors, juste une petite précision. Donc, je suis scientifique. Je travaille en chimie environnementale. Et quand ils font ça, ça veut dire qu'il faut qu'on parte. Ils m'ont dit tout à l'heure. Voilà, et je suis votre collègue. Donc, en fait, pour moi, nous polluons. Et que nous renvoyons du CO2 dans l'air, ça aussi implique que nous envoyons, on va dire, d'autres molécules, d'autres éléments qui sont très polluants.
Alors je suis d'accord avec vous, on sent immédiatement les effets de la chaleur ou du froid ou de la pluie. On sent moins les effets de tout le reste, mais tout le reste part à l'atmosphère, dans l'eau, dans les sols et dans tout ce qui nous entoure en même temps que la chaleur. Voilà. Et on va y travailler ensemble, Donc, chers collègues. Voilà. D'accord, merci. À bientôt.